Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette présentation sur le minage de crypto-monnaies. Donc, c'est un domaine qui est un petit peu particulier, dont on ne parle pas beaucoup sur les crypto-monnaies. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de choses à ce sujet-là. Et donc, ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est justement qu'est-ce que le minage de crypto-monnaies. Et j'essaierai de répondre à toutes les questions que vous avez par rapport à ça. Alors, ce qu'on va voir ce soir, on va commencer par le sommaire, c'est comment fonctionne le minage de crypto-monnaies dans une première partie, avec les rappels fondamentaux sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'un réseau centralisé et un réseau distribué? La distribution des nœuds du Bitcoin aujourd'hui. Qu'est-ce que le minage de crypto-monnaies, qui est donc le cœur du sujet? La blockchain et la validation de blocs. Les deux principaux types de minage qu'on peut rencontrer et les principaux termes à connaître. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, en deuxième partie, on aura le matériel pour miner, donc les 4 types de matériel principaux. Ensuite, les fermes de minage, donc c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler, vous verrez ce que c'est exactement. Ensuite, 3 raisons pour lesquelles vous devriez miner. Donc voilà, je vous ai mis qu'il va falloir rester jusqu'au bout pour connaître la première raison. La deuxième raison, c'est aussi une très bonne raison. Et la troisième, c'est à mon sens la meilleure des raisons. Voilà. Ensuite, on verra que miner est très quelque chose, mais pas autre chose. Et ensuite, on fera une dernière partie sur le service que propose Summit Mining, qui est notre société de minage de crypto-monnaies. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez partir à ce moment-là, mais au moins restez bien jusqu'à la fin du point numéro 4 si vous voulez vraiment savoir parfaitement ce qu'est le minage de crypto-monnaies. Petite introduction rapidement. Qui suis-je? Donc, je m'appelle Mathieu. Je suis trader depuis 16 ans. J'étais indépendant et je suis passé en banque. Donc, maintenant, j'ai arrêté, mais j'ai fait 7 ans pour une banque en Irlande. Donc, c'est là où je vais en ce moment. Je fais donc beaucoup de bourses. Je fais aussi de l'immobilier, de la reprise et création d'entreprises. Et je suis fondateur d'une société de minage, donc de crypto-monnaie, Summit Mining. Voilà. Donc, sur le côté, vous pouvez voir les détails si vous souhaitez me contacter. Donc, sans plus attendre, on attaque directement la première partie. Comment fonctionne le minage de crypto-monnaies? Donc, avant de comprendre comment ça fonctionne, on va faire un petit rappel sur ce que sont les crypto-monnaies. Donc, on ne va pas rentrer sur les avantages et les inconvénients des crypto-monnaies, si c'est bien, s'il faut en acheter ou pas. On fera une autre vidéo sur ça et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est une monnaie qui est 100% numérique. Donc, 100% numérique, ça veut dire que c'est un logiciel qui fait tourner cette monnaie. Il faut un logiciel pour, par exemple, si on parle du Bitcoin, qui est bien sûr la plus célèbre, il faut un logiciel pour faire tourner le Bitcoin. Donc, il y a des protocoles, c'est tout numérique. Ce qui veut aussi dire donc crypto-monnaie. Dans crypto-monnaie, on entend quoi? On entend le mot crypto. Donc, crypto qui vient du mot cryptographie. Donc, toutes les monnaies qui sont des crypto-monnaies sont des monnaies qui tournent sur le principe de cryptographie et donc de sécurité. Toutes ces monnaies tournent sur la technologie de la blockchain, fonctionnent sur la technologie de la blockchain. Donc, c'est une technologie dont on entend souvent parler, mais sans trop savoir ce que c'est. Et l'avantage de cette technologie, en fait, c'est que c'est une base de données partagée, qu'on appelle aussi distribuée, transparente, fiable, et qui fonctionne sans contrôle, sans organe central de contrôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc déjà, le fait que ce soit une technologie, la blockchain, ça veut dire que les crypto-monnaies ne sont pas la blockchain et la blockchain ne sont pas la crypto-monnaie. Donc c'est un peu comme Internet et le Wi-Fi. Internet, c'est pas le Wi-Fi et le Wi-Fi, c'est pas Internet. Donc le Wi-Fi, c'est une technologie qui permet d'utiliser Internet. Donc c'est exactement la même chose par rapport à la blockchain et les crypto-monnaies. C'est deux choses qui sont différentes. Donc le fait que ce soit partagé, la blockchain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organe central de contrôle qui détient cette base de données. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que la blockchain, c'est une base de données. Donc, on parle de blocs, donc de blocs dans lesquels on vient insérer des transactions. Donc, en fait, il faut voir une blockchain comme une espèce de tableau Excel énorme où, en fait, chaque ligne, c'est une transaction. Donc, c'est ça, en fait, la blockchain. C'est ni plus ni moins qu'une base de données avec des transactions. Alors, pourquoi les distribuer? Comme je disais, en fait, il n'y a pas d'organe central de contrôle. Ça veut dire que n'importe qui peut télécharger cette blockchain. Comme je disais, c'est numérique. Donc, on peut télécharger la blockchain puisque la monnaie numérique tourne sur la blockchain. Ensuite, transparente puisque n'importe qui peut se connecter
à la blockchain et en télécharger une copie. Donc, c'est comme un tableau Excel, hein. On peut copier à l'infini. Et elle est fiable puisque grâce au système de cryptographie, elle n'est pas piratable. Voilà. Donc, le fait que ce soit sans organe de contrôle interne, en fait, on l'oppose au système bancaire traditionnel. Donc, parce que dans le système bancaire traditionnel, ce qui se passe, c'est que la banque est l'organe de contrôle central. Donc, on fait confiance à la banque. S'il n'y avait pas de banque, on ne pourrait pas faire les transactions. Alors que dans le Bitcoin, on n'a pas besoin d'organe de contrôle central. Donc, on va voir juste après la différence. Voilà. Donc, la différence entre un système centralisé, donc avec une banque, par exemple, au centre du système, et tous les utilisateurs qui sont autour, donc qu'on appelle des nœuds du réseau, ou alors un système distribué, donc qui est comme le système de la blockchain, ou alors, à ce moment-là, tous les nœuds du réseau peuvent avoir une copie de la blockchain. Et en fait, ça permet en fait d'assurer la sécurité. Ça permet d'assurer la sécurité. Donc, la distribution des nœuds du Bitcoin, elle se répartit comme ça en fait sur Terre. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de nœuds qui sont en Europe. Et en fait, les nœuds permettent de sécuriser la blockchain. Donc là, on commence à toucher petit à petit à ce qu'est le minage. Donc vous voyez, donc tout ça, tout ce qu'on voit là sur la carte, ce sont des points, ce sont des ordinateurs qui permettent le minage. Alors le minage, du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste en 3 choses essentielles. La première chose, c'est la vérification des transactions. Donc, vu qu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'organe de contrôle interne, comme je disais, il n'y a pas de banque qui va vérifier que moi, si je veux vous envoyer de moi un Bitcoin, j'ai bien un Bitcoin sur mon compte Bitcoin, qu'on appelle un wallet au passage. Donc, si j'ai bien un Bitcoin et que je veux l'envoyer, qui c'est qui va vérifier que j'ai bien? Donc, en fait, c'est le travail des mineurs de crypto-monnaies. Et donc, les nœuds qu'on a vus juste avant, là, partout sur Terre, sur la planète, c'est eux qui vérifient les transactions. Ensuite, ils sécurisent les transactions parce que justement, comme j'essaie d'envoyer un Bitcoin, il faut qu'au niveau de la sécurité, ce soit très fiable. C'est-à-dire que je n'essaye pas d'envoyer un Bitcoin que j'ai sur mon compte Bitcoin à 5 ou 6 personnes. Sinon, ça poserait un problème. Donc, du coup, le rôle des mineurs et le rôle du minage, c'est de sécuriser ces transactions. Le dernier point essentiel, c'est l'enregistrement des transactions dans la blockchain. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois qu'une transaction est faite, elle est incluse dans un bloc, on va voir ça juste après, et les blocs sont mis bout à bout dans la blockchain. Donc, 3 processus qui sont très, très importants dans le minage. Et en fait, le gros avantage de tout ça, c'est que les mineurs qui vérifient les transactions, sécurisent et les enregistrent, touchent des commissions pour faire ça. Puisqu'en fait, le minage, il faut acheter des ordinateurs ou des machines. Et donc, c'est un coût, c'est un investissement. Et donc, en contrepartie, les mineurs sont rémunérés. Tout comme la banque, en fait, est rémunérée lorsque vous faites une transaction. Donc, c'est exactement la même chose. Et ça se produit 24 heures sur 24, donc même le week-end, les jours fériés, et c'est 100% automatisé. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail de la blockchain. Alors, c'est une version simplifiée, bien sûr, pour pas perdre tout le monde, mais je pense que c'est important pour vous de comprendre comment fonctionne un petit peu la blockchain, voilà, sans rentrer trop longtemps dans les détails. Donc, on va reprendre l'exemple où je veux envoyer à quelqu'un un Bitcoin. Donc, en fait, voilà, on est au point numéro 1, une transaction effectuée entre 2 personnes. Donc, j'envoie un Bitcoin à quelqu'un. La transaction, elle est diffusée sur le réseau. Donc, elle n'est pas diffusée juste à un organe central puisqu'il n'y en a pas, mais elle est diffusée à tout le réseau. Donc, tout le réseau peut voir que j'essaie de faire une transaction. Celle-ci est vérifiée, comme on a vu juste avant, par les membres du réseau, donc par les mineurs, qui vont vérifier si je n'essaie pas de tricher, tout simplement. Donc, si ma transaction est OK et valide, elle est ajoutée à un bloc. Donc, un bloc, c'est juste une entité virtuelle. Vous pouvez imaginer ça comme une boîte ou comme un tiroir dans lequel on met des reçus, les transactions qui sont des reçus. Donc, vous pouvez voir ça comme vous voulez, évidemment, tout est virtuel. Donc ensuite, on a les mineurs qui cherchent la solution du bloc. Donc parfois, on entend ce terme de puissance de calcul, de recherche de solutions, de mathématiques très complexes à résoudre par les mineurs. Et en fait, c'est ça. Ils cherchent la solution du bloc. La solution du bloc, c'est quoi? C'est juste un moyen, en fait, de prouver qu'on a travaillé pour essayer de valider les transactions. Donc en fait, voilà, une solution, c'est un problème mathématique à résoudre.
Et une fois qu'il a été résolu par un mineur, donc tout le monde essaie de résoudre le problème, et une fois que ça a été résolu par un mineur, on peut considérer que le bloc est scellé, donc on ne pourra plus jamais l'ouvrir, on ne pourra plus jamais modifier ce qu'il y a dedans, et il est ajouté à la liste des autres blocs qui étaient existants depuis le début. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, les blocs et la blockchain est absolument transparente. On peut voir ça, on peut accéder à la blockchain sur Internet en tapant. Tout le monde peut voir ce qui se passe et tout le monde peut voir toutes les transactions qui sont donc rangées par bloc. Et vu que les blocs sont à la queue leu, en fait, qui sont tous voilà, à la suite, en fait, on appelle ça une chaîne de blocs. Voilà. Donc, d'où le nom la blockchain. Et donc, tous ces blocs, c'est l'historique exactement comme c'est écrit ici, l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées. Donc, il est possible de voir sur le Bitcoin toutes les transactions qui ont été effectuées depuis sa création il y a 10 ans. Maintenant, il y a deux principaux types de minage. Il y a le minage par preuve de travail et le minage par preuve d'enjeu. Le minage par preuve de travail, c'est celui dont on parle le plus souvent. C'est avec des machines très puissantes qui font le minage, en fait, et qui vont vérifier les transactions. Donc, il y a un besoin de puissance informatique qui est très important, mais en revanche, qui est nécessaire. Donc, ça veut dire que si on n'a pas cette puissance informatique, en fait, la puissance informatique permet de sécuriser le réseau. Puisque si tout le monde pouvait rentrer sans avoir besoin de puissance, en fait, on pourrait tricher, tout simplement. L'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, en fait, voilà, pour valider les transactions, mais c'est aussi un avantage, puisque vu que ça demande beaucoup d'énergie, tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Donc, si on veut essayer de pirater la blockchain, c'est trop difficile, c'est impossible, en fait. Et en fait, par rapport à la récompense, donc comme on disait tout à l'heure, quand on valide des transactions et qu'on sécurise la blockchain, en fait, on est récompensé tout simplement et on touche une commission, comme la banque toucherait une commission. Donc ça, c'est la preuve de travail avec des machines. L'autre grand système de minage, c'est la preuve d'enjeu. Et j'ai mis un petit logo d'Ethereum à côté du bonhomme façon coffre-fort, parce qu'en fait, l'Ethereum est un système qui travaille en ce moment sur la preuve de travail, mais qui veut passer en preuve d'enjeu. Donc la preuve d'enjeu, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de machine qui est impliquée dans les transactions. Il faut simplement détenir des jetons, détenir dans ce cas-là de l'Ethereum. Donc, c'est quoi l'intérêt? En fait, l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup moins d'énergie qui est consommée, puisqu'il faut juste acheter et en fait détenir. Donc à partir de là, c'est un système qui est un peu plus intéressant en termes de consommation d'énergie. Après, au niveau des frais, ils sont collectés, mais ils sont beaucoup moins importants que lorsqu'on fait du proof of work ou de la preuve de travail. Donc, c'est un système qui est un peu moins rentable et qui est par contre plus écologique. Après, ce qu'il y a, c'est que plus la personne… en fait, ce qui est écrit là, c'est qu'il suffit de détenir des jetons pour miner. Et le fait de devoir détenir des jetons pour miner, en fait, plus la personne a d'argent, en fait, plus elle va gagner d'argent. Donc, voilà, c'est un système vraiment qui se vaut avec la preuve d'enjeu, avec la preuve de travail. Pardon. Il y a quelques termes à connaître, quand même, par rapport au minage. Donc, le premier terme, c'est la difficulté de minage. La difficulté de minage, c'est un paramètre mathématique qui dit simplement qu'en fait, plus il y a de personnes qui essaient de faire du minage, plus c'est difficile de faire du minage. Et plus c'est difficile, plus la récompense de minage est faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plus de personnes qui se partagent le même gâteau. Et donc, ce qui se passe, c'est que le gâteau est divisé avec juste plus de personnes. Donc, on touche moins. On touche moins de commissions. Voilà. Le pool de minage, c'est un système, c'est plutôt comment dire? C'est un système sur lequel les mineurs peuvent se connecter. Pourquoi faire? Pour essayer de toucher plus de commissions. Parce qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, le problème du minage, c'est qu'il y a une seule personne qui sera rémunérée pour avoir validé les transactions. Et donc, en fait, si vous n'êtes pas cette personne-là, vous n'allez pas toucher de commission. Donc, le problème qu'il y a, c'est que vous, en tant que mineur, vous voulez toucher des commissions régulièrement, pas juste toucher une commission une fois par an, une fois par mois avec votre matériel de minage. Donc, en fait, les mineurs se sont mis en coopérative. Donc, les pools de minage, voilà, c'est des coopératives de minage. Les mineurs se sont mis ensemble et ils essaient de trouver toutes les 10 minutes
la solution du bloc pour le Bitcoin. Et une fois que c'est fait, donc il n'y a pas un mineur qui touche la récompense de minage, mais tous les mineurs vont recevoir une contribution au prorata de la puissance à laquelle ils ont contribué pour essayer de trouver la fameuse solution. Donc là, il y a une récompense de minage qui va au pool de minage et qui est redistribuée avec tout le monde. Et vu que ça se produit toutes les 10 minutes, en fait, en connectant ces machines de minage à un pool de minage, et en fait, en permanence, on touche des commissions. Voilà. Ensuite, on a le halving. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler. Le halving, en fait, c'est la diminution de la récompense de minage. Donc, ça va en fait de pair avec la quantité maximale qu'on voit le dernier terme là. Donc, la quantité maximale, par exemple, sur le Bitcoin, c'est 21 millions de Bitcoins. Il n'y aura pas plus que 21 millions de Bitcoins qui seront créés. Et les Bitcoins sont créés avec le minage. Quand une solution de bloc est trouvée, les Bitcoins sont créés. Donc, si on repart à la genèse du Bitcoin, donc il y avait 0 Bitcoin sur le marché. Il y avait 0 Bitcoin. Il y a eu un premier bloc qui a été validé. Alors, il n'y avait pas de transaction dedans, puisqu'il n'y avait encore personne qui s'échangeait des Bitcoins, évidemment. Donc, il y a eu un bloc qui a été validé. Et à ce moment-là, il y a eu une récompense de minage qui a été attribuée à la personne qui a validé le bloc. La récompense de minage, c'était 50 Bitcoins. Et en fait, les blocs sont validés en moyenne toutes les 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans le logiciel Bitcoin, dans le protocole Bitcoin. Ça a été décidé comme ça, on ne peut pas le changer. Donc, toutes les 10 minutes, il y a 50 Bitcoins qui étaient créés. 10 minutes, c'est une moyenne. Hein. Des fois, c'est 12, des fois, c'est 8. Donc, en moyenne, 10 minutes. Ce qui se passe, c'est que 50 Bitcoins étaient créés, ensuite 100, 150, 200, etc., etc., etc. Et ce qui se passe, donc vous pouvez voir que la courbe de création de Bitcoin est linéaire, 50 toutes les 10 minutes. Voilà, ça monte régulièrement. Ce qui se passe, c'est que pour éviter que la création soit trop rapide, il y a eu un système qui a été mis en place qui s'appelle le halving. Et ça, donc, ce que je disais, c'est que c'est la division par 2 de la récompense de minage. Donc, tous les 4 ans environ, au lieu que ce soit 50 bitcoins, en fait, on divise par 2 et la récompense de minage devient 25 bitcoins. Ensuite, 4 ans après, on a eu un autre halving où la récompense est passée de 25 bitcoins à 12 bitcoins et demi. Et là, dans quelques semaines, en fait, on va avoir un autre halving sur Bitcoin parce que ça fait encore 4 ans. Et la récompense va passer de 12,5 à 6,25. Donc, on divise par 2 à chaque fois. Voilà. Et en fait, en divisant par 2 à chaque fois tous les 4 ans, ce qui se passe, c'est que la création de richesse, la création de Bitcoin est ralentie. Et en fait, la quantité maximale, pour revenir à ce terme-là, sera de 21 millions de Bitcoin et ce sera dans environ 100 ans. Donc, ce sera normalement plus là. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que qu'est-ce qui se passera par rapport au minage quand tous les bitcoins auront été minés. En fait, les mineurs pourront toujours toucher les commissions qui sont liées aux transactions. Donc, il n'y aura plus de récompenses en bitcoin en tant que tel, mais il y aura des récompenses sur les frais de transaction. Parce qu'en fait, l'avantage aussi des crypto-monnaies, c'est pour faire une aparté, c'est que les frais de transaction sont très, très, très faibles. Mais il y en a pour chaque transaction. Donc, sur le bitcoin, c'est genre de 30 à 40 centimes. Et ça, quelle que soit la quantité de Bitcoin qu'on essaie d'envoyer, que ce soit 1 Bitcoin, 10 000 Bitcoin, ce sera le même montant, à peu près 40 centimes d'euros. Voilà, donc maintenant que vous savez tout sur le Bitcoin, on va voir ce qu'il faut pour miner le Bitcoin. Je prends un petit coup. Donc la première chose, c'est le processeur, le CPU. Donc en fait, historiquement, les mineurs n'utilisaient que ça. Donc, le CPU, c'est tout simplement un processeur d'ordinateur. Donc, il est toujours possible de miner avec ça, mais à cause de l'augmentation de la difficulté de minage, donc ce que je disais, plus il y a de mineurs, moins il y a de gâteaux à se partager. En fait, maintenant, miner avec un processeur, c'est plus rentable du tout. Parce que vous allez brancher votre ordinateur. C'est possible, mais c'est plus rentable. Vous allez brancher votre ordinateur, et ce qui va se passer, c'est que vous allez consommer beaucoup plus de courant que vous allez gagner en Bitcoin, même si vous vous connectez à un pool de minage. Mais voilà, vous aurez quand même la possibilité de miner.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, bon, les mineurs ils se sont dit, bon, on va essayer de trouver une solution pour être plus rapide que tous les autres qui minent avec des processeurs. Donc, ils ont inventé le minage par carte graphique. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir ici, là, sur la photo, c'est qu'avec un seul ordinateur, il est possible de connecter plusieurs cartes graphiques. Donc, les cartes graphiques, déjà, sont plus puissantes pour faire du minage que les processeurs. Mais en plus de ça, au lieu d'avoir 10 ordinateurs pour avoir 10 processeurs, eh bien, il est possible d'avoir un ordinateur qui tourne avec, comme vous pouvez voir là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 cartes graphiques même en même temps. Donc ça, c'était un gros avantage. En fait, ça a accéléré énormément la difficulté de minage et les récompenses aussi des mineurs qui ont été multipliées. Donc en fait, en commençant par miner par carte graphique, le minage par processeur est devenu un peu désuet déjà. Donc, il y a eu des petits malins qui se sont dit, tiens, on va faire un truc encore mieux que les cartes graphiques, on va mettre carrément des circuits imprimés. On va encoder un logiciel en fait directement dans le circuit pour pouvoir miner encore plus vite que les personnes qui minent avec des cartes graphiques. Donc, c'est le FPGA, le circuit imprimé, et qui permet, un peu comme la carte graphique, d'en mettre tout un tas en série et de miner encore plus rapidement. Donc ça, c'est une technologie qui est devenue désuète, parce qu'en fait, maintenant, on a les machines de minage qui sont dédiées et qu'on appelle les mineurs ASIC. ASIC, voilà, vous avez la définition ici. Et en fait, voilà, ça ressemble à ça. Donc, une photo de moi avec la machine. Donc, ça a cette taille. Et en fait, ces machines sont dédiées. Donc, pourquoi dédiées? Parce qu'en fait, ces machines ne peuvent faire que ça. Autant les FPGA qu'on a vu juste avant, et les cartes graphiques, les processeurs, peuvent calculer plein d'autres choses. C'est ce qui fait tourner vos ordinateurs où on peut programmer des voitures, des logiciels, enfin ce qu'on veut avec. Autant ça ne sert qu'à miner du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Voilà. Donc, par contre, ça, c'est la Ferrari du minage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus puissant. C'est vraiment fait pour ça. Et vu que c'est fait pour ça, c'est hyper bon à faire ça. Donc, c'est la machine de minage dédiée ASIC. Maintenant, on va voir les fermes de minage. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, mais c'est un terme qui est assez intéressant. En fait, les fermes de minage, c'est un endroit où on stocke toutes ces machines en question. Donc, que ce soit des cartes graphiques, que ce soit des mineurs ASIC, il y a des endroits sur Terre où l'électricité n'est pas très chère et où il y a des entrepôts qui ont été créés. Et comme vous pouvez voir là sur les photos, donc ça, c'est des photos de moi, vous avez remarqué, je pense, c'était en Chine. Et vous pouvez voir donc ces fermes de minage qui sont remplies de mineurs ASIC et certaines fois de cartes graphiques aussi. Donc c'est assez impressionnant. Donc les systèmes de refroidissement sur le côté, vous pouvez voir. Donc là, c'est vraiment du professionnel. Donc là encore une ferme en Chine, tout pareil, une photo que j'ai prise. Encore des fermes. Voilà, donc avec les entrepôts. Donc ça, c'est juste une seule ferme. Vous pouvez voir, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entrepôts remplis de machines, sachant que là, vous pouvez voir au premier plan qu'ils étaient en train d'en construire 15 de plus. Et sur le côté, il y en a encore d'autres. Voilà, là, c'est la photo sur le côté. Donc, il y en a encore une dizaine qui est ici. Donc, en fait, voilà. Et ça, c'est juste un seul site. Donc, il y a énormément de sites en Chine où en fait, ces machines sont installées. Parce qu'en fait, l'électricité n'est pas chère là-bas. Donc, vu que l'électricité n'est pas chère, c'est le meilleur endroit, sachant que également les machines de minage sont construites en Chine pour 95% d'entre elles. Donc, en fait, c'est le combo gagnant. C'est le combo gagnant. Moins de frais de port, pas de frais de douane, moins de frais de shipping, comment dire, des frais de port, en fait. J'ai déjà vu. Mais vraiment, c'est beaucoup plus intéressant. L'électricité moins chère. Et là, les barrages hydrauliques. Donc, idéalement, on essaie de miner. Donc, nous, à titre professionnel, on mine que avec de l'électricité verte, donc renouvelable, parce que c'est important. Donc, maintenant, vous avez vu les fermes de minage. On va voir 3 raisons pour lesquelles vous devriez miner des crypto-monnaies. Donc, déjà, vous sécurisez le réseau de crypto-monnaies. Donc, c'est important parce que si on veut que le Bitcoin ou même d'autres crypto-monnaies deviennent des monnaies supranationales
et supplantent par exemple l'euro, le dollar ou alors qu'ils se mettent au moins au même niveau, en fait, c'est important que ce soit sécurisé parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de hackers aussi. Et donc, le fait de pouvoir miner avec de la puissance de calcul telle que vous avez pu voir avec les machines de minage, c'est très, très important. Donc, vous participez à ça et en plus, c'est automatisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaissances techniques, contrairement aux cartes graphiques, aux processeurs et aux FPGA. Donc, si vous minez avec des mineurs ASIC, en fait, le mineur ASIC, tout est dedans. Il n'y a rien besoin de configurer. Il y a juste besoin de brancher Internet, de brancher une source de courant et hop, il tourne. Donc, c'est pour ça que c'est automatisé, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire, simplement. Deuxième chose, donc disruption. Donc, disruption, c'est un mot sûrement vous connaissez, hein, qui veut simplement dire un très, très gros changement, donc, avec ce qui va être le futur de la monnaie. Donc, après, on y croit ou on n'y croit pas. Quand on est dans le Bitcoin ou qu'on est dans le minage, c'est qu'on pense qu'il y a quand même un coup à jouer qui est très, très important. Donc, c'est mieux d'être là maintenant et de profiter de l'essor des crypto-monnaies si on y croit plutôt que de rater le train, hein, en fait. Hein. Donc, ça vous permet de vous préparer à ça. Et surtout, en fait, il y a des rendements qui sont très, très, très importants dans le minage de crypto-monnaies et qui tombent régulièrement. Et ça, même quand les prix des crypto-monnaies tombent. Donc, ça, c'est vraiment la grosse différence entre le minage et l'investissement juste dans les crypto-monnaies. Souvent, nous, on me demande est-ce qu'il vaut mieux faire du minage ou est-ce qu'il vaut mieux investir? Et le problème de juste investir dans les crypto-monnaies, c'est que si le cours tombe, en attendant, on ne peut rien faire. Admettons, là, vous avez acheté du Bitcoin à 10 000 récemment, il tombe à 5 000. Bon, techniquement, vous perdez la moitié de vos fonds. Ça, c'est sûr. Donc après, vous pouvez dire, oui, bon, je garde à long terme, etc. Mais si on reste pendant 2 ans entre 5 000 et 10 000, vous allez faire quoi? Juste perdre votre temps. Un petit peu comme une action qui tombe et qui ne paye pas de dividendes. Alors qu'avec le minage, vu qu'il y a des revenus qui sont payés régulièrement, donc c'est un très très gros avantage parce qu'en fait, vous êtes payé pour attendre la remontée. Et si les prix remontent, non seulement vous avez miné et vous avez gagné de l'argent pendant que vous attendiez, mais en plus que vous avez gagné, ça prend en valeur. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment beaucoup plus intéressant, enfin à mon avis. Donc, miner est rentable, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, il faut trouver et acheter des machines sans se faire avoir. Bon, déjà, miner avec des cartes graphiques, c'est difficile. C'est possible, mais c'est difficile parce qu'en fait, ça consomme beaucoup d'électricité et c'est pas très rentable en fait. C'est pas très rentable parce que les monnaies qu'on mine avec les cartes graphiques déjà, ce ne sont pas les monnaies les plus connues. Donc, elles ont un attrait déjà qui est pas le plus grand. Et donc déjà, il faut les acheter, ces machines. Donc si vous oubliez le minage par carte graphique, mais que vous voulez à la place miner avec des mineurs vraiment professionnels, des mineurs ASIC comme j'ai montré, il y a encore le problème de trouver et d'acheter les machines. Parce que déjà, bon, vous pouvez vous faire avoir, hein, ça, bon, c'est monnaie courante dans le minage de crypto-monnaies. Mais ensuite, vous avez tous les frais de port pour faire importer les machines. Parce que, comme je disais, elles viennent de Chine. Donc, si elles viennent de Chine, vous allez payer les frais de port, les frais de douane. Après, vous pouvez également les acheter en Europe, c'est possible. Mais dans ce cas-là, le prix il est déjà répertorié dans le prix de la machine. Donc, en fait, nous, par exemple, on arrive à avoir des machines 40 à 50% moins chères juste parce qu'elles n'ont pas de frais de port, elles n'ont pas de frais de douane, elles n'ont pas de frais de machin. Donc, il y a une question là, je vois qui passe. Combien coûte une machine? En fait, ça dépend de la monnaie qu'elle mine et de la puissance de la machine. Parce qu'en fait, les machines minent différents types de monnaies. Par exemple, une machine à Bitcoin ne peut pas miner le Litecoin, qui est une autre crypto-monnaie, ou le Dash, qui est encore une autre crypto-monnaie, et inversement. Donc, le prix de la machine dépend non seulement de la crypto qu'elle mine, de la rentabilité de la crypto, parce que si une machine a par exemple une machine super vieille qui n'est pas rentable, elle ne va pas être chère. Non. Donc, une machine plus récente, rentable, va avoir un prix plus élevé. Les prix varient entre 250 $300 à 3 000, 4 000, 5 000 $ la machine. Donc, vraiment, ça dépend. Parce que même au sein d'une même crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin, il y a des machines qui sont 5 fois plus puissantes que d'autres.
Donc, si elles sont 5 fois plus puissantes, elles rapportent aussi beaucoup plus. Donc, un autre challenge, c'est de les connecter à Internet. Donc, connecter une machine, c'est une chose, mais en connecter 2, 3, 5, 10, 50, c'est pas pareil. Donc là, le fournisseur d'accès Internet, il va pas trop aimer, et non plus le fournisseur d'électricité. Parce que les connecter à une source d'électricité, si vous mettez ça chez vous, peut-être si vous achetez une machine super rentable, peut-être que vous arriverez à dégager un bénéfice. Ça ne veut pas dire que vous allez amortir votre machine un jour, mais au moins, vous pourrez peut-être dégager un bénéfice. Mais les machines les plus puissantes, maintenant, elles consomment 3000 watts. Donc, 3000 watts, c'est quoi? C'est 3 fois un micro-ondes. Donc, en permanence, 24 heures sur 24. Donc, bon, EDF et compagnie, ils vont pas trop aimer. Et surtout, vous ne pourrez pas en mettre deux, sinon vous allez faire fondre les plombs, parce que je crois qu'en France, on est limité à 5000 watts. Donc, d'ailleurs, c'est un point intéressant par rapport. Parfois, j'ai la question, mais si j'ai de l'électricité gratuite ou pas chère, on retrouve un peu le même problème. Par exemple, les personnes qui travaillent chez EDF ou qui ont un parent ou un proche qui travaille chez EDF ont de l'électricité à 10% du tarif normal, ce qui est intéressant. Par contre, vous aurez le problème de combien vous allez mettre de machines. Parce que vous n'allez pas mettre 50 machines qui consomment 3000 watts chacune et payer 10% d'électricité. Là, ça ne rentre pas, à mon avis, dans les conditions d'EDF. Ensuite, il faut garder le site autour de 20 degrés parce que ces machines, ça chauffe, et assurer la maintenance. Donc, si vous achetez une machine et qu'elle casse, dès la réception par exemple, parce que c'est très, 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 très fragile, vous faites comment? Vous la renvoyez, vous perdez 2 mois, 3 mois. En plus, si vous êtes, vous, en tant que particulier, vous ne la reverrez jamais, votre machine. Parce que vous allez passer en file d'attente, mais dans 6 mois. Donc voilà, c'est possible, mais c'est pas facile. Après, si c'est quelque chose qui vraiment vous intéresse, moi, je vous aiderai à démarrer comme ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, faut être quand même complètement, complètement conscient des risques. Donc nous, ça va être la deuxième grande partie en fait de cette présentation. Nous, Summit Mining, on a créé un service qui permet de rendre accessible le minage de crypto-monnaies. Donc le minage rentable surtout. Donc là, je vais vous présenter le service. Donc c'est un service d'investissement dans les machines de minage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, moi, j'achetais des machines juste pour moi. Donc j'en avais à peu près 200. Donc je faisais mon trading. Comme vous le savez, je suis trader et investisseur. Donc, j'avais acheté des machines de minage puisque j'aimais bien l'idée d'avoir des revenus passifs comme ça tous les jours ou tous les mois qui tombaient. Et il y a un an, j'ai une personne dans mon entourage qui m'a demandé, voilà, est-ce que tu pourrais m'acheter aussi, moi, des machines de minage? J'y connais rien, donc tu les gères. Donc, à partir de là, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, pour des personnes qui souhaitent diversifier leurs revenus ou qui souhaitent démarrer dans les crypto-monnaies, mais qui ne savent pas trop comment faire et ne peuvent pas se faire avoir, etc. Donc, en fait, on a lancé ce service d'investissement. Et à la base, on achetait des machines pour la personne. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé. Ça, mon ami m'a dit, voilà, achète-moi des machines, je te laisse choisir, je te laisse tout faire. Mais par contre, ce qu'on a fait à un moment, c'est qu'on a changé ce modèle. Et au lieu d'acheter des machines juste pour une personne, en fait, on a décidé de les mettre en commun. Donc, toutes les machines qu'on achète maintenant, on passe des commandes une fois par mois uniquement. Donc, ça nous permet de rassembler un gros montant d'argent, de passer une commande, d'avoir une bonne ristourne sur les commandes et en fait de vraiment pouvoir négocier. Et l'avantage également de pouvoir mutualiser et partager comme ça les machines avec tous les investisseurs qui sont nos clients, tout simplement, c'est que tout le monde bénéficie des machines les plus récentes. Parce que si je vous achète une machine aujourd'hui, vous l'achetez vous-même de toute manière. Vous achetez une machine vous-même et dans 2 mois, il y a une nouvelle machine qui sort qui est 2 fois plus puissante. Comment vous faites? Vous êtes cuit en fait. Vous savez, mince, j'aurais dû attendre 2 mois ou j'aurais pas dû. En fait, vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous garantir de ça. Alors que là, on peut acheter encore plus de machines qui seront partagées avec tout le monde. Donc, la puissance de minage est partagée avec tout le monde. Également, si on a un problème avec une machine, ce n'est pas juste vous qui supportez le risque. Parce que si on achète 2 machines similaires à 2 investisseurs similaires, et que l'une des 2 machines pète, finalement, il y en a un qui a de la chance et qui va miner, et l'autre qui n'a pas de chance, voilà, tu n'as pas de chance, tant pis, tu ne mines pas. Alors que là, voilà, c'est partagé, c'est mutualisé, donc le risque est quand même très limité.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une gestion de A à Z du processus de minage. Voilà, donc on mine 4 cryptos à l'heure actuelle, Bitcoin, Dash, Litecoin et Zcash. On paye les revenus tous les mois. Donc là, concrètement, on est le 31. Donc à partir de demain, on va envoyer les rapports de gestion pour le mois de mars, voilà, tout simplement. Et à partir de là, on demande à l'investisseur qu'est-ce que vous voulez faire de cet investissement, de ce que vous avez touché en revenus. Est-ce que vous voulez investir dans le mois suivant, pour la commande du mois suivant, ou est-ce que vous voulez qu'on vous les envoie? Et si on vous les envoie, donc on vous envoie les 4 cryptos minés. Voilà, vous les envoie dans ces cryptos. Voilà. Donc on démarre à 2 000 €. Par contre, on n'a pas de rendement garanti. On a juste les rendements que nous, on a fait les mois précédents. C'est la seule chose qu'on peut garantir. Évidemment, c'est transparent et c'est trouvable sur la blockchain qui est complètement transparente. Donc on ne veut pas mentir, oui, on a fait ça alors que ce n'est pas vrai. Mais on ne propose pas de rendement garanti. On fait de notre mieux. Et pourquoi on fait de notre mieux? Parce que déjà, c'est ce qu'on veut faire. Et surtout, et aussi, c'est que on se rémunère, nous, sur ce que la personne mine net. Voilà. Donc, si vous minez rien, on ne gagne rien. Si vous minez beaucoup, nous, on gagne beaucoup. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant et ça permet d'avoir un système qui est juste, en fait. Par rapport à ça, ou par rapport au minage de manière générale, il y a trois types principaux de risques. Le premier, c'est le risque matériel, qui fait que les machines peuvent subir des problèmes. Donc, en fait, vu qu'elles sont mutualisées, nous, ça nous permet de les réparer et ça à moindre coût, puisque les coûts sont divisés. Donc, on a une dizaine de machines qui tombent en panne par mois. Donc, ça fait à peu près 1 € par personne à réparer. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ensuite, on a le risque géopolitique. Donc, nous, on a des machines en Chine et en Russie. On cherche à ouvrir plusieurs autres pays, justement pour éviter les risques. Par exemple, là, on a eu le coronavirus en Chine, mais nous, on n'a pas été impactés. Bon, après, c'est peut-être de la chance, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un autre problème un jour. Et quoi qu'il en soit, risque géopolitique, nous, on cherche à diversifier les zones où on met nos machines. Et ensuite, on a le risque de marché qui est inévitable par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin s'effondre, on sera beaucoup moins rentable, voire non rentable. Et donc, à ce moment-là, on débranchera les machines. Et ça, voilà, si vous vous mettez juste dans les crypto-monnaies, que vous achetez des crypto-monnaies de manière classique sans faire de minage du tout, ce risque de marché, là, il est, quoi qu'il en soit, inévitable. 140%, c'est ce qu'on a fait l'an dernier, mensualisé, voilà, sur 12 mois. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire cette année. Donc, les 142%, là, on a fait des mois à 30%, on a fait plusieurs mois à 15%, alors je ne me souviens plus, c'était 15%, 25%, 30%, 32%. Donc, on a fait 4 mois extraordinaires. Et ensuite, on a fait des mois moins bons, avec le plus mauvais, on va dire, à 1,09%. Donc, c'était toujours positif. Il faut mettre ça en perspective avec le prix du Bitcoin qui, à ce moment-là, avait perdu quand même 60%. Donc, on n'a fait aucun mois négatif, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire zéro le mois suivant, on ne sait pas. Mais le modèle qu'on a mis en place, nous a prémunis vraiment de la baisse du Bitcoin, puisqu'on a acheté des machines encore plus puissantes qui sont restées rentables et qui ont mis tout le monde rentable. Donc, on n'a pas fait de mois négatif, même si les mois n'ont pas été hyper bons en comparaison des mois exceptionnels qu'on a connus. Janvier 2020, on a fait 3,75% et février 2,96%. Et là, mars, on ne dit pas, ce sera une surprise demain. Donc, quelques avantages de notre service. Bon, je vais pas tous les dire, mais je pense que le plus important, c'est que c'est pas du cloud mining. Voilà, c'est pas du cloud mining, c'est-à-dire que là, les machines vous appartiennent. Donc, c'est pas les machines sont mutualisées sous forme d'une participation. Donc, vous détenez une part dans le parc de minage que nous on gère. Donc, c'est à opposer au cloud mining. Le cloud mining, en fait, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un service de location de puissance de calcul. Donc, vous louez des machines, en gros, pendant un certain temps, 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois, de manière générale. Et à la fin, soit vous avez miné plus que ce que vous avez payé pour la location, soit vous avez miné moins, et puis tant pis pour vous, en fait.
Donc, en fait, le cloud mining, le gros désavantage, c'est que si vous êtes, si vous n'arrivez pas au bon moment, vous allez payer cher votre contrat de minage et vous allez miner rien du tout parce que ce que vous allez miner, ça va rien valoir. En fait. Voilà. Donc, en fait, voilà. On a aussi une communauté bienveillante. Donc, on est sur Telegram. La communauté s'échange beaucoup de conseils, pose des questions. Les membres répondent aux questions les uns les autres. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et je vais finir sur une quote de notre ami Sylvain Sorel, qui est français, et qui nous dit en fait que même si vous démarrez dans les bitcoins maintenant, en fait, dans les crypto-monnaies, vous faites encore partie des tout premiers investisseurs. Donc, l'idée, encore une fois, le postulat de base des crypto-monnaies, c'est de se dire que ça va continuer de monter et pas juste, voilà, c'est la fin du monde, là, c'est fini, ça ne montera plus jamais. Donc, que ce soit en investissement classique dans les bitcoins ou que ce soit en termes de minage, nous, la perspective qu'on a, c'est que les cours vont continuer de monter. Et si ça vous intéresse d'investir, c'est toujours en fait le bon moment, en ce moment-là, en ce moment même. Sachant que c'est comme l'immobilier. Si vous pensez que l'immobilier va tomber, vous n'en achetez pas, voilà, tout simplement. Hein. Même si vous dites oui, on peut toucher des loyers, si vous avez la certitude que ça va tomber, vous ne rentrez pas là-dessus. La bourse, c'est la même chose. Voilà. Donc, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez commencer à miner avec nous, prendre contact avec nous. Mais avant ça, moi, j'aimerais prendre vos questions. Donc, déjà, j'espère que vous avez compris ce que je racontais. Est-ce que vous êtes toujours là déjà? C'est très calme. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est bon. On a quelques âmes vivantes. Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation ou par rapport à la manière dont le minage fonctionne tu as loupé le début. Ouais. Bon, si tu as loupé le début, c'est pas très grave. On mettra la présentation, je pense, pendant un certain temps sur YouTube, donc peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, tu auras l'occasion de revoir le début. C'est vrai que le début était quand même important parce qu'on posait vraiment les bases du minage et de la blockchain. Est-ce qu'on va se diversifier dans d'autres cryptos par la suite? Alors, on est en train de voir. En fait, l'avantage de se diversifier sur les crypto-monnaies, sur différentes cryptos, c'est aussi que nous, on limite le risque. Parce que si on a une crypto qui tombe, elles vont peut-être pas toutes tomber. Et puis, si on a une qui monte, elles vont peut-être pas toutes monter. Donc, en fait, voilà, c'est comme acheter des actions. Soit tu achètes une action et tu espères que tout se passe bien avec celle-ci, ou alors tu achètes un panier d'actions, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, et en fait, tu mitiges le risque. Et aussi, ce qui est très intéressant par rapport aux machines de minage qu'on achète, c'est que c'est des machines physiques. Donc, il y a une quantité qui est disponible et qui n'est pas disponible tout le temps. Concrètement, là, on cherchait à acheter des machines à Zcash ce mois-ci. Elles n'étaient pas disponibles. Il n'y en avait pas. Donc, si on était juste à miner du Zcash, par exemple, et qu'on voulait acheter que des machines à Zcash, on ferait quoi? On ne ferait rien, en fait. On n'aurait pas pu. Donc, en fait, en se diversifiant, non seulement on mitige le risque, mais en plus, ça nous permet d'aller sur les meilleurs coups au meilleur moment. Voilà, donc c'est super intéressant d'avoir cette approche. Donc, si on trouve d'autres cryptos à miner intéressantes, on rentrera dedans. Là, on a une crypto en tête, on va voir, on est vraiment au tout début de la réflexion sur ce type de crypto, sachant qu'on ne peut pas non plus miner n'importe quoi, puisqu'on veut miner que des cryptos qui ont du potentiel et pas des cryptos dont jamais personne n'a entendu parler, même dans le milieu des cryptos, j'entends bien. Donc voilà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, ouais, tout simplement. Bon, je vois, il y a des... Merci, excellente la présentation. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup, clair, simple, ok, super. 142%, c'est le ROC et le ROC. C'est le retour sur investissement qu'on a fait en 2019. Donc, le retour sur investissement, on le calcule comment? On le calcule sur un mois calendaire. Et en fait, on a fait la somme des mois calendaires. Donc, la somme d'un mois calendaire, c'est qu'on imagine, alors évidemment, c'est réel, mais on imagine
que vous avez investi un certain montant et que vous avez miné du premier jusqu'au dernier jour du mois. Voilà, donc on regarde nous combien on a généré par rapport à ça, hein, donc sur un mois calendaire. Et on imagine aussi qu'à la fin du mois, vous avez vendu instantanément les cryptos que vous avez minés. Voilà, donc si le cours est haut, eh bien, ça fait un rendement qui est aussi supérieur, et si le cours est plus bas, le rendement est aussi inférieur. Donc en fait, on calcule le retour sur investissement comme ça, sachant que ce qu'on a miné l'an dernier au mois de janvier, là quand c'était à combien c'était 3000 et quelques euros, le Bitcoin, on a imaginé, enfin pour les calculs, là qu'à la fin du mois, donc à la fin janvier 2019, on avait vendu les Bitcoins, sachant que là, ils ont doublé ou triplé en valeur. Donc ça, on ne le prend pas en compte. Donc voilà, voilà comment on calcule. Et si on réinvestit les gains, c'est exponentiel. Oui, c'est exponentiel, bien sûr. Voilà, bien sûr. Bah, c'est l'intérêt des intérêts composés. Hein. C'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'après, les rendements varient d'un mois sur l'autre, mais en réinvestissant et en gardant toujours à l'esprit que les cours vont monter et qu'on ait toujours ce qu'on appelle les early adopters ou les early birds. Voilà, donc les tout premiers là, à se mettre au Bitcoin. Voilà, si le cours explose, non seulement vous avez miné, et comme je disais, si le cours ne monte pas, vous minez en attendant, donc c'est plutôt cool. Et si le cours monte, vous réinvestissez ça. Vraiment, c'est l'effet boule de neige, voilà, tout simplement. Voilà. J'essaie de voir s'il n'y a pas des questions. J'ai gardé crypto, mais des questions. Alors, est-ce juridiquement de la pleine propriété ou de l'usufruit ou de la location? Donc, je pense que tu parles des machines. Donc, en fait, si tu parles des machines, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un contrat en disant, voilà, toi, tu es propriétaire de ces machines. Tu es propriétaire de ces machines et nous, on les gère. On les gère pour toi. Donc, s'il y a une bonne affaire à faire, on va essayer peut-être de les revendre en faisant une plus-value sur les machines. Parce qu'en fait, le prix des machines fluctue, donc il n'y a pas un prix fixe. Ce que je disais également tout à l'heure, une machine, par exemple, à 1000 $, là, au mois de mars, peut-être qu'au mois d'avril, elle sera à 1100 $ ou 1300 $. Ou peut-être qu'elle sera à 500 $. Alors, moi, si, c'est possible. C'est possible que le prix soit divisé par deux. Donc, il y a quand même une grosse spéculation sur le prix des machines. Donc, nous, on gère ça. On gère ça pour toi. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on te donne un certificat donc, qui présente ta participation dans le parc de minage. Et par exemple, si on a en tout 1 million d'euros qui a été investi par tous les investisseurs dans le parc de minage et que toi, à titre personnel, tu as investi 10 000 euros, et voilà, tu auras 10 000 parts qui représentent à un moment donné 1% de toute la valeur des machines. Voilà. Et on signe un contrat. Hein, donc, je ne sais pas si j'en ai parlé ou s'il y avait une slide là-dessus, mais on signe un contrat voilà, avec les investisseurs. Alors, une question. Tu dis que le paiement que vous faites aux mineurs est net. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on touche? Est-ce que c'est net? Alors, c'est net de frais. C'est net de frais. C'est-à-dire que, par exemple, si on mine 2 bitcoins et qu'il y a 1,5 bitcoin d'électricité à payer, par exemple, il restera 0,5 bitcoin à partager avec tout le monde. Donc ça, c'est le montant net. Et nous, là-dessus, on prend une rémunération qui est de 15%. Voilà. Donc après, les impôts, c'est à vous de voir avec, déjà en fonction du pays où vous vivez, puisque ce n'est pas les mêmes impôts partout, évidemment. Ce n'est pas la même chose si vous investissez en tant que particulier ou si vous investissez avec une société. Donc, on a des clients qui ont investi avec une société. Voilà, SARL, hein, le truc classique en France. Donc voilà, là, il faut voir avec un comptable en fonction de votre situation. Quid si vous upgradez les machines? Le plus simple serait que je vois le contrat. Ah oui, ça c'est sûr. Le contrat, après, tu peux nous envoyer un message, on verra le contrat. Et si on upgrade les machines, si on upgrade les machines, en fait, on upgrade ta participation. Donc, si on a, par exemple, là, on a 1600 machines en ce moment à peu près.
Si on a 1600 machines, comment dire, admettons qu'elles soient toutes… comment on peut prendre l'exemple? Bon, on a 1600 machines et le mois prochain, il y a un nouveau modèle qui sort et on en achète 100 de ce nouveau modèle. Donc, on aura 1700 machines et ces 1700 machines seront partagées avec tout le monde. Donc, mécaniquement, ta puissance de calcul va augmenter. En fait, ça, c'est pareil, c'est un système qui n'existe pas. Normalement, tu achètes des machines et puis voilà, et obsolescence, et puis tu n'as plus rien. Alors que là, si on upgrade les machines, donc on achète des machines beaucoup plus récentes, en fait, ça te permet d'en profiter grâce à la participation dans le parc de minage. Ouais. Merci. Ok. D'accord. Votre société est donc un pool de minage. Alors, ce n'est pas vraiment un pool de minage dans le sens où je présentais le pool de minage, parce que le pool de minage, en fait, c'est un pool dans un pool, on va dire, ce qu'on propose. Parce que le pool de minage, en fait, nous, on se connecte à des pools de minage. On connecte toutes nos machines à des pools de minage pour être sûr d'avoir des paiements journaliers. Donc, on a constamment des paiements qui tombent plusieurs fois par jour. Et ça, c'est parce qu'on est connecté à un pool de minage. Et en fait, le système qu'on a créé, c'est un genre de pool, un pool de participation, un pool de minage qui se connecte au pool de minage, si on veut. Ouais. Donc, il faut jongler sur les termes, mais voilà, à proprement parler, ce n'est pas le pool de minage. Si on tape pool de minage sur Internet dans Google, on ne va pas trouver ce service ou ce concept. On va trouver des pools de minage comme Antpool, donc qui est le plus gros pool de minage de la planète. Il y a aussi F2Pool. Et d'ailleurs, nous, on se connecte à plusieurs pools de minage aussi. On met certaines machines connectées à certains pools de minage, d'autres machines connectées à d'autres pools de minage, d'autres machines connectées à d'autres pools de minage. Et pourquoi on fait ça? Encore une fois, diversification, limite du risque, parce que si le pool, à un moment, il a un problème et qu'on mine plus rien, et on sera la merde, on mine rien du tout. Donc, ils ne vont pas partir avec nos machines, le pool, parce qu'on est juste connecté à Internet au pool. Mais voilà, si le pool tombe hors ligne, dans un pool qui tient à 13, pourquoi pas, on va faire un pool. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on commence à avoir quand même beaucoup de machines. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir nous-mêmes, dans quelques temps, notre propre pool de minage. Ce qui permettrait potentiellement d'avoir des revenus encore plus importants. Mais on est encore un peu petit, on va dire, pour le moment. Mais c'est quelque chose qui est envisageable d'avoir notre propre pool de minage au sens premier du terme. Je suis en train de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que vous avez encore une question ou deux? Un truc pas clair, peut-être sur le vocabulaire, sur quelque chose? Une dernière question? Allez, on prend la dernière question. Ah, c'est une bonne question, ça. Dernière question. Dernière question, allez. La crypto est censée être une valeur refuge. Pourquoi a-t-elle baissé fortement en même temps que la bourse? Alors, bon, déjà, elle n'a pas baissé en même temps que la bourse. Ça s'est produit bien après et ça a été un crack hyper rapide. Donc, ça s'est produit en l'espace de quelques heures. Donc, ça n'a pas baissé quand les bourses ont commencé à baisser. Alors, donc, moi, mon interprétation, c'est que les deux n'ont rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que le fait que la bourse monte ou baisse, finalement, ça n'impacte pas le Bitcoin. Le Bitcoin, il s'en fiche que les sociétés gagnent de l'argent ou pas, que l'économie aille bien ou pas. Au contraire, on aurait plutôt même tendance à dire que si tout va mal dans l'économie réelle, les gens vont se tourner vers le Bitcoin en tant que valeur refuge. Donc, l'histoire que c'est tombé par rapport au coronavirus et tout ça, bon, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est tombé parce qu'il y a des gens qui manipulent le marché. Ça, c'est une certitude. Ils les manipulent à la hausse et on en profite, et à la baisse, et nous, on en profite également parce que quand ça tombe, on achète plus de machines. Donc, on est content dans les deux sens. Mais voilà, il y a des gens qui manipulent le marché. Et ça, c'est inéluctable. Et ce qui s'est passé là, en fait, c'est assez historique dans le Bitcoin, c'est qu'il y a beaucoup de traders qui tradent le Bitcoin avec un levier. Donc, trader avec un levier, ça veut dire qu'on fait du trading avec de l'argent qui ne nous appartient pas. C'est un petit peu comme l'immobilier. Acheter un appartement, on met 10 000 en dépôt et on achète un machin qui vaut 100 000. Donc, il y a 90 000 qui ne nous appartient pas, en fait. Donc, en fait, dans le trading, on peut faire la même chose. C'est ce qu'on appelle le levier.
Et on peut donc acheter pour, il y a des gens qui achètent pour 1 million d'euros de Bitcoin, alors qu'en fait, ils n'ont que 10 000 sur leur compte. C'est possible, ce n'est pas un problème. C'est juste un problème si en fait le cours commence à tomber, parce qu'en fait, on commence à perdre beaucoup plus que ce qu'on a. Et en fait, pour éviter ce genre de choses, les plateformes d'échange sur lesquelles ce genre de traders achètent et vendent ont un garde-fou, voilà, je trouve le mot, un garde-fou qui s'appelle l'appel de marge. Donc, en gros, quand vous êtes à la limite de perdre plus que vous avez sur votre compte, parce que vous avez emprunté de l'argent, donc pour éviter de perdre plus que ce que vous avez sur votre compte, les plateformes d'échange ferment automatiquement votre position. Et en fait, vu que là, on a eu un genre de crack éclair, les traders n'ont pas eu le temps vraiment de se repositionner, se dire attends, je fais quoi? Est-ce que je rachète? Est-ce que je revends? Qu'est-ce que je peux faire? On ne sait pas. Et en fait, ça a entraîné des clôtures à la chaîne, tout simplement, des clôtures à la chaîne de position. Donc, des gens qui étaient passés acheteurs, leurs positions ont été fermées par les plateformes d'échange. Donc, fermé, ça veut dire quoi? Si on est acheteur, ça veut dire que la position est vendue. Et quand on vend, on sait que ça fait baisser les cours. Donc, le problème, c'est que là, ça a été tellement rapide que ça a fait une réaction en chaîne qui a entraîné de plus en plus de ventes, qu'elle fait un crack éclair où le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur en quelques heures. Voilà. Quelle est la durée du contrat proposé? En fait, on n'a pas vraiment de durée. Donc, légalement, on a un contrat de 6 mois, mais vous pouvez arrêter avant. Mais le contrat est renouvelable jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter. Donc, si d'ailleurs vous décidez d'arrêter, ce qui se passe, c'est que on va voir quelle est la valorisation de vos parts au moment où vous souhaitez arrêter. Donc, si le Bitcoin est complètement bas et que vous souhaitez sortir à ce moment-là, forcément, la valeur des machines est basse puisqu'elles sont moins rentables et donc personne ne veut les acheter cher, offre et demande classique. Donc, ce n'est pas le meilleur moment de sortir si le marché est bas. Par contre, si le marché est haut, la valeur du parc de minage va augmenter puisqu'il y a des gens qui seront prêts à payer plus cher pour la même machine, pareil, offre et demande. Et en fait, vous pourrez sortir à un moment plus opportun avec potentiellement une plus-value sur les machines. Voilà. Et donc sur votre capital investi initialement, plus ce que vous avez miné entre-temps. Voilà. Donc durée du contrat, voilà, pour résumer, il n'y a pas vraiment de durée, vous sortez comme vous voulez. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez après d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Je suis un peu partout. Donc, vous avez le groupe Telegram. Je vous invite à le rejoindre si vous vous intéressez aux crypto-monnaies ou vous avez des questions par rapport à ça. C'est super bien. Combien d'investisseurs? On est 120, voilà, 121 même depuis aujourd'hui. Donc, on est 121 investisseurs. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça, de partager avec vous, ma passion du trading, du minage, des cryptos et de tout ce qui tourne autour de l'investissement. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre tutoriel ou une présentation ou quelque chose de similaire. Voilà. Bonne soirée et à bientôt.